Alors nous parlons de la relation enfant-parent, mais c'est beaucoup plus large que ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes autour de nous. Nous ne sommes pas les seuls à interagir avec nos enfants. Il y a d'autres acteurs qui participent volontairement, involontairement à leur éducation, à leurs enseignements et aux négociations qui vont en découler avec nous. Alors on a d'abord la famille proche, les parents. Donc les parents, c'est traditionnellement papa et maman, mais on peut avoir des familles séparées, papa ou papa de temps en temps, maman de temps en temps. On peut avoir papa et papa, maman et maman. Bref, on a des acteurs qui sont de plus en plus multiples et qui vont devoir s'organiser. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que quand vos enfants viennent vous voir, ils vont choisir qui ils vont voir selon les sujets. Plutôt maman sur ce sujet, plutôt papa sur ce sujet. Et ça me rappelle ce qu'on évoque en négociation dans la séparation entre décideurs et négociateurs. Qui décide et qui négocie? Demandez à vos enfants qui commande à la maison. Vous allez voir. Vous serez peut-être surpris de voir sur qui ils vont mettre l'autorité. Donc c'est vrai que souvent l'autorité, on l'attribue au père, parce qu'on est plutôt là pour assumer ce rôle de cadrage, mais c'est de moins en moins vrai. On a un partage de cette autorité et c'est très bien parce que ça permet justement de se répartir ce rôle de décideur et négociateur. Personnellement, dans ma famille, une famille recomposée, eh bien, il y a certains sujets sur lesquels je suis le décideur et d'autres sujets sur lesquels ce sont les mamans de mes enfants qui sont décideuses. Et on va s'appeler, on va s'organiser. Sur le sujet de l'éducation, c'est plutôt maman qui décide et puis moi qui peux être dans la discussion, l'échange et la négociation. Écoute, je vais appeler ta mère, je vais voir ce que je peux faire et ce qu'on peut faire avec elle. Et puis bien sûr, je suis déjà cadré avec la mère de mes enfants pour dire on va plutôt dire non là-dessus et plutôt dire oui là-dessus. Dans d'autres sujets, c'est moi qui vais décider. Et donc, ce sont les mamans qui vont échanger, qui vont discuter. Et ensuite, ça va me revenir pour savoir si oui ou non j'accepte ou je décide. Mais bref, on se répartit ces rôles entre décision et négociation. Le sujet le plus important, ce n'est pas de savoir qui décide de quoi, qui négocie sur quoi, c'est de s'être organisé avant. Et quand je parle de cette répartition des rôles organisée, c'est important dans les familles recomposées. Les enfants savent très bien à qui s'adresser et savent très bien jouer également dans les familles recomposées quand il y a des conflits qui existent entre les anciens époux, entre maman, entre papa, entre les nouveaux conjoints qui ont débarqué. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir de bonnes relations, mais c'est primordial. Parce que si on laisse des zones d'intervalle, si on laisse des espaces ouverts à des sujets d'influence ou à des ouvertures de négociations qui ne sont pas celles qu'on décide, eh bien, on ne va pas dans le sens d'une négociation efficace. Dans cette répartition des rôles entre les acteurs primaires, principaux, la famille, les parents, les beaux-parents, c'est aussi quelque chose qui va être super important. Et les beaux-parents dans les familles recomposées, eh bien, sont censés s'aligner, même s'il y a encore une fois des désaccords qu'on peut rencontrer. C'est super important d'être très aligné, d'avoir un objectif commun. Notre objectif commun, qu'est-ce que c'est? Faire de nos enfants des enfants libres, des enfants heureux, des enfants en confiance. Et ça mérite de temps en temps de mettre nos petits conflits d'adultes de côté pour s'aligner sur ce qui est négociable et non négociable et que le message soit le même avec les enfants. On a aussi les grands-parents. Les grands-parents, alors je ne suis pas encore grand-père, mais je me dis que quand je serai grand-père, je serai peut-être moins engagé sur le non négociable que je le suis en tant que parent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que les grands-parents ont tendance à lâcher plus facilement. Le non négociable chez les grands-parents, il est beaucoup plus mince que chez les parents. On peut faire plus de trucs, on peut faire plus de choses. Et c'est aussi intéressant de dire à nos enfants qu'un jour, ils seront parents. Un jour, ils auront aussi des enfants. Moi, j'utilise la technique du livre des bêtises. Depuis que mes enfants sont tout petits, je leur ai dit que je notais dans un grand livre toutes les bêtises qu'ils font au quotidien. Je les explique, je les rédige bien. Et quand ils me demandaient « mais pourquoi tu fais ce livre ?» Et je leur ai dit que je montrerais ce livre à leurs propres enfants. Et que si leurs enfants oubliaient de faire certaines bêtises qu'eux-mêmes avaient faites, eh bien je leur expliquerai comment les faire. Et donc mes enfants ont cherché pendant des années ce livre des bêtises qui est peut-être caché quelque part. Mais ça permet aussi de comprendre que dans certaines situations, quand on est parent ou quand on est grand-parent, on n'a pas la même notion du non négociable et on est parfois dans une logique de lâcher plus facilement. Chez papy, mamie, le négociable est beaucoup plus large et c'est souvent la norme plutôt que chez papa, maman. Donc c'est important qu'on accepte qu'il y ait cette soupape, qu'il y ait cette souplesse plus importante chez les grands-parents. Attention cependant, chez papy, mamie, chez papa, maman, le jamais négociable doit être toujours le même. On doit bien s'aligner sur ce qui n'est jamais négociable, sur les valeurs, le métacadre dont je parlais, qui lui ne doit pas être abordé. Chez n'importe qui a une relation avec les enfants, il faut être bien clair sur le fait que le jamais négociable ne doit pas être transigé. Alors il y a d'autres acteurs qui rentrent dans la discussion, dans la relation, les camarades de classe et puis surtout leurs parents. Je ne sais pas si vos enfants vous le disent, mais moi de temps en temps c'est « Ah mais Paul il a le droit de faire ça » ou Isabelle a le droit de faire ça, ses parents ils lui laissent faire. Et là qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va commencer à culpabiliser.
On va se dire, tiens, mince, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Est-ce que je suis dans le vrai? On va regarder ce que font les autres. Rappelez-vous que nos enfants nous parlent uniquement des parents qui ont l'air d'être moins sévères que ce que nous sommes. Ils ne vont pas vous dire que j'ai de la chance parce que moi, je me couche à 8 heures quand il y a école le lendemain, alors que j'ai un copain dans ma classe qui se couche à 19 heures. Ils ne vont pas aller chercher les choses qui ne vont pas les aider, ils vont plutôt nous amener sur une ouverture d'esprit sur des parents qui ont l'air d'être plus laxistes que ce que nous sommes. Attention aux effets de comparaison. On se compare pour savoir si on est dans le vrai ou dans le faux, pour s'évaluer. Les situations sont différentes, les familles sont différentes. Donc, ne vous laissez pas piéger par cet effet de comparaison. Si vous appliquez une méthode, si vous avez fixé des règles et qu'elles vous semblent fonctionner, ne culpabilisez pas par rapport à ce que font les autres parents. Peut-être que la situation est différente chez eux. En tout cas, vous avez décidé de ces règles et vous allez vous y tenir. Donc, ne pas se laisser piéger par cet effet de comparaison avec ce que font les autres parents. Puis les camarades de classe, c'est vrai qu'on a aussi parfois la difficulté des mauvaises fréquentations. Alors c'est difficile de savoir ce qui est une mauvaise fréquentation ou pas, mais quand vous avez un gamin qui rentre et qui ne parle pas bien, qui a des gros mots qu'il n'a pas l'habitude, qui commence à remettre en cause certaines valeurs que vous lui avez apportées, attention à l'autoritarisme dans ces situations-là, même si on touche au jamais négociable, les valeurs, interrogez-le. Interrogez-le sur son comportement. Tiens, tu me dis que tu fais ça avec tes copains, mais ça te plaît de faire ça? Tu trouves que c'est bien? Tiens, vous sifflez les filles quand elles passent dans la cour, là, tu trouves que c'est bien? Est-ce que ça correspond à tes valeurs, à ce qui est important pour toi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que nous, on ferait dans la famille? Et puis, tiens, si quelqu'un faisait ça avec ta sœur, est-ce que tu penses que tu apprécierais? Comment tu aurais réagi? Interroger sur le sens des valeurs et sur l'application qu'on en fait, ça permet aux enfants de se remettre en cause eux-mêmes et de s'apercevoir que finalement, par rapport aux camarades de classe, il y a des choses qui sont assez acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Alors, sur les acteurs de la relation parent-enfant, 3 points à retenir. Prenez en compte tous les acteurs. Pas uniquement vous en tant que parents, les grands-parents, les beaux-parents, les gens qui sont autour de vous, les parents, ceux qui vont avoir de l'influence sur vos enfants. Échangez avec eux quand c'est nécessaire sur le jamais négociable. Rappelez-leur qu'il y a des règles, qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne va pas aller, on ne va pas discuter. Deuxième point, ne vous comparez pas. Ne regardez pas ce que font les autres en vous disant est-ce que je fais c'est bien ou pas bien. Les situations sont toutes différentes, les familles sont toutes différentes. Si vous estimez faire des choses qui sont justes et si vous constatez que ça permet à vos enfants de se sentir bien, de se sentir heureux, restez sur ces règles-là. Troisième point, alignez tout le monde sur ce que sont vos valeurs et sur ce que vous portez dans votre éducation. Vous verrez que dans la discussion avec les autres, vous pourrez constater que finalement le cadre que nous fixons à nos enfants, il est souvent le même dans toutes les familles, dans tous les entourages qui touchent à nos enfants et ça participe aussi à leur donner des règles claires.